Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision 10-12, le Zénith démarre à l'instant et vous faites bien de nous retrouver comme à l'accoutumée sur votre antenne. L'État réclame 200 millions de francs CFA à Fotso-Victor pour avoir offert 1 milliard à l'église catholique. L'affaire, depuis un petit moment, on fait parler la famille de Fotso-Victor, y compris de celle qui gère aujourd'hui les biens du côté de Banjoun. L'État revendique effectivement 200 millions de francs CFA au titre justement de ce don qui a été restitué à l'église catholique, et les textes du Cameroun lui recommandent effectivement. Est-ce qu'au final on pourra en sortir et avoir une solution évidente de la situation? Litige autant pour moi, la FECAFOOT contre la Ligue de football professionnel au tribunal arbitral du sport. Est-ce que finalement on sortira de l'ornière? Est-ce que la Ligue de football professionnel du Cameroun pourra désormais réorganiser les championnats locaux au Cameroun? L'affaire aujourd'hui est au niveau du TAS. On en saura un peu plus au courant certainement des jours à venir. La grande équipe est au complet comme l'accoutumée. Et voilà, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengele, Karine Santier et surtout Donald de Brice Kamgang qui nous retrouve ce matin, comme c'est le cas depuis le début de la semaine. Vous également à l'écoute, madame, messieurs, ensemble unis pour la même mission. On sera encore là pour vous servir jusqu'à 12h. Donald de Brice Kamgang, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Les autorités camerounaises ont commis l'une des erreurs qu'elles ne font commettre depuis ces dernières années au Cameroun, ces derniers mois. La violation des principes de droit, mais également un certain nombre d'entraves à l'expression des libertés. Et cela a conduit au décès de Thomas Tangem, qui est un détenu de la crise anglophone. Il a été arrêté en juillet 2017. Il est mort hier matin à l'hôpital central de Yaoundé alors qu'il avait été arrêté et incarcéré à la prison centrale. Sa situation sanitaire s'est dégradée au vu des autorités qui n'ont pas pris la mesure de cette situation. Il est finalement décédé. L'affaire fait grand bruit dans les milieux judiciaires en ce moment au Cameroun. L'a-t-on laissé mourir sciemment? D'ailleurs, lorsque le cas a été critique, celui-ci a été conduit à l'hôpital central de Yaoundé et sur son lit d'hôpital, il a été menotté. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? Quelle sera bien sûr la réaction des droits, j'ai envie de dire, de la société civile et surtout les organisations qui sont investies dans la gestion ou le regard sur les droits de l'homme? Comment comprendre que le Cameroun en soit encore là avec cette situation à nos jours? Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime et le maire de la commune de Massouk sont à couteau tiré. Le maire a signé un arrêté communal interdisant les camions de sable et les grumiers de circuler dans sa circonscription communale pour dégradation entière des routes, pollution, beaucoup de dégradation des choses, tout. Le maire estime que les populations sont lésées et il ne souhaite pas que cela continue. Il a donc pris un arrêté communal pour interdisant cela au moins pour une certaine durée. Le préfet annule les dispositions de cet arrêté communal, estimant que c'est à lui, l'autorité administrative, qu'il incombe de parler de la voie publique et non pas de maire. Voilà donc le problème qui revient aujourd'hui entre ce qu'on appelle dans le jargon plan de développement. Les autorités administratives et le gouvernement appliquent ce qu'ils appellent là-bas plan sectoriel de développement, alors que l'élu local, lui, il applique les plans d'urgence pour le développement. Comment concilier les vœux de la population avec le plan gouvernemental? Faudrait-il sacrifier l'élu qui a un mandat au profit de l'État qui, lui, ne fait rien et est dans le laxisme? Voilà le problème que cela pose. Mais pour le moment, je ne sais pas qui va arbitrer. Le tribunal administratif, ou bien c'est à Tangandi, ou bien c'est le maire
de collectivité territoriale, on n'en sait rien, mais ils en sont là. Le maire dit rien ne circule. On va dire ces deux ministères aujourd'hui qui sont en confrontation. L'un, c'est le ministère de l'administration territoriale et l'autre, c'est le ministère du développement local. Voilà. Et il faut bien comprendre cela. Donc il va falloir rapidement que M. Atangandji et son collaborateur de l'autre côté se mettent ensemble pour mieux donner une solution évidente à ce qui se passe surtout ici, dans cette localité. Qui doit s'occuper des problèmes les plus pauvres des populations? Très bien. Est-ce que l'autorité administrative est en train de vouloir dire là qu'il ne s'occupe pas des populations qui voient le bois passer, dégradation des routes et même des ponts sans rien dire? Merci, Momo Bengan Kanji. Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Ce matin, je m'intéresse à la dribble qu'a faite le roi Sa Majesté Sokujou à Jean Kuete dans les hauts plateaux, qui était arrivé là-bas pour résoudre la discorde qui existe entre le préfet Yamben Ousmanou et le chef de la chefferie Bamenju depuis le début du mois de juillet, concernant notamment cette mise en garde qu'il avait adressée à Sa Majesté Sokujou, qui jusqu'aujourd'hui a eu à répondre de plusieurs manières et même des réclamations judiciaires. Aujourd'hui, face à Jean Kuete qui est arrivé dans cette localité, notamment pour résoudre cette discorde en faisant appel au chef qui devait les retrouver à la chefferie Baham, il n'est pas venu. Allez, c'est une situation assez compliquée quand même. Lui qui venait revoir quand même, il était dans l'optique justement d'aplanir les divergences qui existent entre Sa Majesté Sokujou et l'autorité administrative surtout. Mais il faut quand même dire que Sokujou, Sa Majesté, a sa chefferie, non? Oui, oui. Pourquoi ne pas venir le retrouver dans sa chefferie? Ce sera toujours une réunion. Ça, c'est autorisé cette fois? Attendons de voir ce que ça va donner. En tout cas, on en reparlera, Karine Sontia. Merci à vous, madame, monsieur. Vous avez les plateformes 10-12, le Zénith sur Facebook, ou ceux qui nous regardent sur Facebook également, sur Equinox TV. Merci d'aller rapidement, madame, monsieur, nous laisser vos commentaires au sujet qui seront menés ce matin. Mais surtout, tournons-nous vers Dominique Audrey, à qui déjà nous disons bonjour ce matin. Et quelle est l'histoire du jour que vous nous aviez retenue? Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme. Vous lui donnerez le prénom qui vous ira. Elle a 27 ans. Elle a 27 ans et elle dit qu'elle est sans emploi. Je vis depuis 3 ans avec le père de ma fille, qui est âgé, lui, de 33 ans. Et ma fille a sensiblement 3 ans aujourd'hui. Lorsque je l'ai rencontrée, j'étais en première année d'université. Malheureusement, je n'ai pas pu pousser mes études loin venant d'une famille pauvre et orpheline de père. Il n'y avait pas de moyens pour pouvoir poursuivre avec mes études. Donc, je me suis lancée dans des petits métiers. Et c'est là que je rencontre cet homme-là en qui j'ai cru, cet homme que j'ai aimé. Au départ de la relation, il m'a convaincue, il m'a tellement mis la pression en me demandant de lui faire un enfant. Et par amour pour lui, je ne voyais que ma vie à travers lui. J'ai accepté, je l'ai fait. Et aujourd'hui, on a notre fille. Avec cette pression-là, lorsque j'ai eu sensiblement 3 mois de grossesse, il me dit qu'il entrevoyait d'aller à Dubaï. Je suis tombée des nues. J'étais contente et tout de même, il prenait soin de moi. Donc, ce n'était pas tant que ça un problème. Au contraire, c'était une bonne chose qu'il s'en aille à Dubaï. Donc, à 6 mois de grossesse, le père de ma fille voyage avec l'aide de son père. Malheureusement, en partant, il m'a laissé de l'argent qui aurait dû servir pour le trousseau de mon enfant. Le jour de son départ, sa mère, puisque nous vivons dans une chambre, jusqu'aujourd'hui, on vit dans une chambre de la maison familiale. La mère de mon copain à cette époque-là a demandé que je lui rende l'argent du trousseau, que ce n'était pas moi qui devais avoir cet argent. Je le lui ai donné tout simplement. Après deux mois après le voyage de mon copain, il revient au Cameroun. Il nous annonce qu'on lui a détecté une maladie et qu'il ne pouvait plus rester à Dubaï. Et depuis lors, il est revenu. Lorsque j'accouche de ma fille, son père m'a ramené dans leur maison familiale. Mais depuis lors, il n'arrive pas à trouver un travail décent. Et moi, je suis devenue comme une moins que rien parce que je suis exclusivement dépendant de lui. À la maison, always les tensions, toujours les disputes,
Toute ma vie s'est effondrée. Je ne me reconnais plus. Je n'ai plus confiance en moi. Je ne sais même plus si je suis capable de réussir en tant que femme. Pourtant, avant lui, j'étais une battante. Je me sens tellement stupide. Toutes mes nuits sont noires. Je n'arrive plus à dormir. Je passe mon temps à pleurer. À la question de savoir pourquoi vous n'avez pas parlé à quelqu'un de votre famille, elle a dit « J'ai honte de moi et je ne sais pas qui dans ma famille pourra m'aider parce que ma famille est extrêmement pauvre. » Que faire? Comment sortir de cet enfer? Sujet ce matin, l'histoire Elle a que un vous problème quand retenez, même avec son mari. vous nous la Oui, restituez. On va ensemble justement en parler. Et bien, Karine Sontia semble très Non, touchée je voulais, par la situation. je posais juste une question de Non, ils ne précision. s'entendent plus du tout. Ce D'accord. sont des disputes, des chamailles, Ça- l'hypocrisie. Vous savez, l'environnement familial, Vous déduisez qu'il y a hypocrisie? elle a mentionné. Ah d'accord, qu'il y a des hypocrisies entre eux. Oui, entre Donc, eux, entre les belles-sœurs. C'est parce et la que, belle-mère et son mec est, enfin, si vous voulez, hein, son gars, c'est tout. enfin, Parce qu'elle a c'est mentionné le que langage même plus, le plus toqué, simple. même le toqué porte, ils n'ont jamais fait en 3 ans. D'accord, donc lui il est allé à Dubaï. Quelques mois après, on lui fait savoir qu'il a une maladie. C'est ce qu'il leur a dit. Voilà. Donc, ça Est-ce reste qu'elle a pris la difficile. peine de savoir ce dont il souffre? Il est rentré à la maison, Ça fait, ouais, il n'y a plus d'argent, ça fait 3 ans. ça fait 3 ans. Ils sont dans la maison familiale, Dans une chambre. dans une chambre, la maison familiale chez le garçon. Oui. Elle ne se reconnaît plus, elle a l'impression qu'elle fait du surplace. Elle a été trompée. Elle a été trompée. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a dit au départ? On lui a dit que ça devait être bien. En fait, au départ, tout était ensemble pour qu'elle soit bien. Il vivait-tu dans la chambre? Oui, au départ. Voilà. Bon, le gars devait voyager et la vie devait être rose. Oui. Il devait aller à Dubaï. Vous savez, Dubaï, c'est les voyages, c'est de l'argent, les vêtements, un appartement de luxe, gna gna gna. Donc elle a vu la vie en grand. Voilà. Elle a rêvé. Et aujourd'hui, elle regrette. Très bien. Merci à vous, de Dominique Ozero Yengelek. Bomo Bengan Kandje, vos enfants rêvent, Beaucoup trop. peut-être, et veulent se positionner. Ouais. Par la suite, il y a des conséquences. Comme c'est le cas là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ressortir cet enfant et lui redonner goût à la vie? D'abord, il ne faut pas avoir honte. Et elle est bloquée par la honte du candidaton. Ils ont dit, maintenant, elle reste la fille d'une famille. Même Vous pauvre. soyez riche, même pauvre, vous êtes la fille d'une famille. Vous êtes la fille. Donc, comme vous commencez à parler maintenant, vous parlez en public, ça aurait été encore plus avantageux pour vous, pour toi, ma fille, de parler à ta famille. On dit toujours, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Vous êtes une famille sûrement nombreuse, mais qui est pauvre, mais qui réussit quand même à vivre. À vivre avec... Il y a des millions de familles comme ça au Cameroun. Voilà. Et elle dit elle-même, étant à l'université, les premières années qu'elle a fait à l'université, elle se battait. Sûrement, c'est le genre de fille qui s'occupe de ses propres études, en plus de ses besoins corporels. Donc, elle se lançait, je ne sais pas ce qu'elle faisait, vendait, petit commerce ou quoi. De toutes les manières, elle se débrouillait à vivre. Mais, l'autre côté, c'est une fille, moi je ne la condamne pas, parce que, en fait, elle ne fuyait pas, elle avait également une autre idée noble dans sa tête. Elle veut vivre dans un mariage. Donc, il y a des filles comme ça qui sont casanières, qui ne veulent pas, comme on dit, la vie de dehors. Elle veut être quelque part. Elle a pensé donc trouver son amant avec qui elle allait faire sa vie. Mais qui également avait un peu plus qu'elle. Donc, elle se disait, avec le peu que mon futur mari pourrait avoir, on pourrait asseoir notre vie. Donc, elle avait conçu son projet de vie par rapport à ça. Maintenant, ce qui trouble un peu, c'est qu'elle estime que son amant ou son gars a menti. Peut-être n'est-il même pas parti à Dubaï. Peut-être même la maladie qu'il dit avoir contacté, dont il ne révèle pas. Là, tout ça trouble sa tête et elle a raison d'être troublée. Bon, la porte de sortie, c'est justement, j'allais dire, de prendre positivement l'attitude de son beau-père, de sa belle-mère, qui ne la rejette pas, mais profiter de ça pour en parler à sa propre famille et surtout ne pas avoir honte. C'est un accident de parcours. Donc qu'elle se On peut rapproche de commettre sa un famille, accident. vous dites?
Oui. Et qu'elle restitue justement les faits dans l'intention qu'on la réaccueille à nouveau et qu'on lui trouve un espace et qu'on lui redonne goût à la vie. Tout à fait, ou même qu'elle cherche parce qu'elle connaît son environnement familial d'origine. Elle sait comment elle s'est battue, elle voit comment ses frères et ses sœurs sont dans le dénouement total. Mais en plus, l'enfant qu'elle porte, ça va être un peu difficile. Mais comme on dit, on attache le cœur et on reprend. Il n'y a pas lieu d'avoir honte. Donc, c'est justement le seul échec, c'est de cesser d'essayer. Elle devrait s'accorder avec le mec avec qui elle vit, partie de la maison. Non, c'est la rupture. En fait, c'est la rupture. Je dis, le seul réconfort. Vous connaissez la rupture là maintenant. C'est la rupture. Brutale, absolument, totale. Puisque le mec il n'y a pas de conséquences. plus. Même sur le plan moral et tout, ils sont plus ensemble. Le mec imagine une maladie qu'il ne dévoile pas. De quelle maladie s'agit-il? Elle qui est sa partenaire ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il a amené à penser que ce gars peut-être n'était même pas parti à Dubaï pour se chercher, comme on dit. Donc il a simulé quelque chose et bon, puisque vous ne pouvez donc pas résoudre, le seul réconfort qu'elle peut avoir, c'est peut-être auprès de sa famille. Le comportement d'abord de son beau-père, sa belle-mère, qui ne la repousse pas, qui l'encadre comme leur fille, mais qu'elle retourne à sa fille. Le seul échec, c'est de cesser d'essayer. Donc vous essayez toujours et vous allez reprendre. Pour Bonbon Bengan, le seul essai, c'est de cesser d'essayer. Est-ce qu'on ne va pas également dire quand même que la petite sœur a été un peu précoce, Karine Sontia? Ne doit-on pas aller chez un homme que lorsqu'on est su justement que les parents de l'homme soient venus vous chercher chez vous, vous ramener chez cet homme-là? C'est l'idéal. C'est l'idéal quand vous savez que vous venez de manière officielle. Mais les choses que... Vous savez que tout ce qu'on fait derrière, en back, en cachette, le jour où ça veut vous frapper à la figure, ça frappe de plein fouet et après, vous ne pouvez que porter les conséquences. Mais plus encore, cette fille est dans une relation toxique à plusieurs niveaux. À la fois avec son partenaire, aussi avec sa belle famille. Je ne sais pas si on peut appeler ça belle famille, mais c'est un ensemble de choses qui font qu'elle ne peut pas être heureuse. Elle ne peut pas. Encore, vous savez que lorsque vous n'avez pas d'activité et que vous êtes habitué à faire quelque chose, le jour où vous êtes sur place, vous avez l'impression que votre vie a cessé, que vous avez cessé d'exister. Du coup, vous tournez en rond. Et lorsque vous voyez en face de vous un partenaire qui ne fait même pas l'effort de trouver, de comprendre ce que vous vivez, vous avez l'impression d'être seul au monde. Et la solution dans ce genre de cas, comme je parle de relations toxiques, c'est de se séparer de ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient qu'elles veulent entrer dans le trou, au lieu de vous jeter en surface et de rester dans son trou, elle est capable de vous tirer, de descendre avec vous. Et c'est de ça qu'il est question. Sauf que moi, j'en veux à la dame, justement, à la jeune femme, parce qu'elle s'est laissée embobiner par les convictions de l'autre. Ses convictions à elle, elle a tué pour embrasser les convictions de l'autre. Ce qui fait que, justement, parce qu'il a mis la pression, elle lui a fait un bébé. On ne fait pas l'enfant par rapport à. On fait l'enfant parce qu'on est capable d'en prendre soin si l'autre n'est plus là un jour. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si elle veut partir, elle ne laissera pas son enfant. Elle partira avec son enfant. Et comment est-ce qu'elle fera pour prendre soin de cet enfant? C'est de ça, ce sont ce genre de questions qu'elle se pose aujourd'hui. Si je dois partir, est-ce que je dois aller rester chez maman? Je dois aller louer une maison? Comment est-ce que je vais payer? Comment je vais nourrir mon enfant? Si je pars habiter chez nous avec mes petites soeurs, mes petits frères, ainsi de suite, comment est-ce que ça va se passer? C'est toutes ces questions qui font qu'elle ressent de la honte, ce qui est encore légitime. Sauf que lorsqu'un enfant fait ses besoins sur lui, un bébé fait ses besoins sur lui, on le nettoie. Et on le reporte, on le porte à nouveau. Là, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Vous adressez à la famille de la fille, c'est ça? Mais bon, on ne sait pas si la famille connaît cette situation, est au courant de ce qu'elle vit. Oui. Donc, il serait temps pour elle de commencer d'abord à rencontrer sa maman pour lui dire ce qu'elle vit. Et vous allez voir, toutes les mamans, aucune maman n'accepte que sa fille souffre de cette manière si elle n'a pas de solution. Il y a des mamans qui pourraient dire, ok, reste là-bas, si tu veux vraiment rester avec ton mari et le bébé, je vais t'aider à ma manière, je vais donner un capital, tu vas commencer à faire ci et ça. Il y a des mamans qui sont capables de le faire. Il y a des mamans qui vont dire, ok, viens d'abord à la maison, le temps de te reconstituer parce que je sens que tu es vraiment déprimé, le temps de te reconstituer et après, maintenant, on trouvera ce que tu peux faire. Et il y a des mamans aussi qui diront que je ne
t'avais même pas envoyé. Va seule et tu gères ta situation. Mais je pense que dans cette situation, si elle ne parle pas, elle ne pourra pas trouver de solution. La première des résolutions, c'est d'abord de parler, d'extérioriser ses sentiments. Et de trouver surtout la bonne personne à qui s'exprimer. Mais sa maman, sa maman. Voilà. Oui. Donald Brice, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas dire que nous-mêmes, les garçons, nous les hommes, nous sommes pour beaucoup, quand même, parce qu'on rencontre des filles, on leur fait des promesses, on est dans le rêve, on leur dit des choses parfois qui n'existent pas, au lieu de dire la vérité, voici ce que je suis, voilà ce à quoi j'aspire de devenir, voici ma démarche, et qu'elles vous sentent justement, si elles peuvent vous sentir et vous suivre. Est-ce que parfois ce n'est pas nous-mêmes les hommes qui sommes problématiques de votre point de vue, Donald Brice? Il y a certainement des hommes qui sont problématiques, mais je refuse souvent de généraliser un parcours particulier, parce que ça c'est une histoire particulière. J'ai affaire à une fille qui est naïve. Elle a 27 ans aujourd'hui, ça signifie qu'à l'époque elle devait avoir entre 22 autour de... Non, puisqu'elle a un enfant qui a 3 ans, donc elle en avait 24. À l'époque, Oui. elle devait avoir entre 22 et 24 ans. Il y a des filles de 24 ans qui ont une maturité avérée, mais manifestement celle-ci, elle n'en avait pas. Et c'est surtout cette conception des choses qui moi me gêne, parce que beaucoup de jeunes filles et moins jeunes aujourd'hui perçoivent les hommes comme des porte-monnaies intarissables, où on puiserait de façon constante et de façon tout à fait régulière, sans qu'un jour le porte-monnaie ne soit en difficulté. Non, il faut construire son autonomie. Pour la jeune fille, pour la jeune femme, c'est important, à la fois pour elle et pour le couple. Parce que si vous avez une femme qui est capable de développer, elle a le niveau bac, elle pourrait développer, je ne sais pas si elle a développé des activités génératrices de revenus, si elle fait quelque chose, si elle a appris un métier. Elle peut ne même pas en ça, avoir aussi et développer. Hein. Ça, c'est un problème. Elle aurait pu développer des activités pour son bien. Au-delà de la relation, il y a l'autonomie personnelle qu'elle doit pouvoir construire. J'ai l'impression que c'est une fille qui a tout misé sur l'homme et qui se disait que l'homme est l'alpha et l'oméga, et que de toutes les façons, quel que soit ce qui se passe, l'homme sera là pour assumer et assurer de tous les instants. C'est extrêmement naïf de penser ainsi. Mais il faut aussi le dire qu'en réalité, les hommes, à la base, lorsqu'on rentre dans une relation, il faut être sincère, il faut dire la vérité. Dites justement quelle est votre position. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi vous me regardez comme de mes collègues? J'ai le sentiment que vous me regardez, on dirait que... Non, c'est un peu différent. Non, mais elle me regarde, j'ai le sentiment que... Vous avez des réactions un peu différentes aujourd'hui. J'ai des réactions différentes aujourd'hui, oui. donc vous me traitez de garçon pas sérieux? Non, attention, on est assez sérieux quand même. Oui, il y a des hommes qui ne sont pas sincères, tout comme il y a des filles qui ne sont pas sincères. Qui ne sont pas sincères. Il ne faut pas penser que le brassard du manque de sincérité est porté par les hommes. Non. Oui. Il y a des hommes qui sont moins sincères, et il y a également les filles qui le sont. Il faut apprendre à connaître les personnes avec qui on est, partager un certain nombre de choses avec les personnes, apprendre à les comprendre, voir leurs défauts et leurs atouts. C'est l'ensemble de tout cela qui constitue l'homme. Et il n'y a pas un homme qui soit foncièrement ou globalement parfait. Qu'est-ce que vous dites à cette fille? Elle est aujourd'hui dans la maison de sa belle famille, entre guillemets. Je ne suis pas sûr que ces garçons ont encore de l'affection pour elle. Je ne sais pas si elle trouverait du bonheur étant là. Elle gagnerait à partir. Les décisions toutes sont très dures, ou les engagements. On sait également que vous êtes des millions, oui, qui nous regardent ce matin et qui, de façon réelle autour de vous, il y a des gens qui vivent des situations pareilles. Peut-être vous aussi qui nous regardez ce matin. Comment vous l'acceptez? Comment l'accepterez-vous? Comment percevrez-vous justement l'histoire de ce matin? Dominique Audrey, il faudrait peut-être au final qu'on se dise que les femmes sont jetées justement, sans vous jouer hégémonie, beaucoup de rêves, sans réellement concevoir les objectifs, ou encore les étapes pour pouvoir atteindre les objectifs du rêve. Oui. Est-ce que ce n'est pas vous aussi à un moment donné le problème? Tellement vous rêvez que vous ne voyez pas qu'il y a des barricades dans l'obtention justement de vos projets. Ce sont des femmes qui rêvent avec le sommeil des autres. Et c'est pour ça qu'on dit ici tous les jours que, contrairement à ce qu'on nous a dit mardi, dans l'émission du soir, l'épanouissement de la femme ne passe pas par le mariage.
Non. Au contraire, parce que voilà une femme qui est même quasiment dans le mariage. Hein. Elle n'est pas dans le mariage. Ben, si elle est, Elle est pas mariée. dort Elle est derrière Elle un homme dit tous les même jours. quasiment. Elle n'a même pas la maturité nécessaire pour se marier. Elle dort Quasiment. derrière un homme tous les jours. C'est pas le mariage, ça, Audrey. les C'est gens pas le pensent- mariage. Au contraire, Il s'agit de quoi? les femmes Elle est pas mariée. estiment Il s'agit de que quoi? dormir ou bien être sous le toit d'un homme, c'est ça qui fait le mariage. Oh que non. Mais je veux rappeler simplement que la loi, hein, il y a une disposition légale qui dit que lorsque vous avez déjà fait 6 mois chez un homme, celui-ci est considéré justement comme votre mari. Merci. Celle-ci a fait 3. Non, vous avez des responsabilités à son égard, pas comme le mariage, c'est un statut. C'est un statut. Écoutez, évoluons. Dominique Aubé. Malheureusement, elle a entrevu sa vie, programmé sa vie avec les objectifs de celui d'en face. Parce que moi, je ne sais même pas quel est le qualificatif qu'on doit lui donner. C'est quoi ces femmes en 2020, en 2016, en 2017 qui font les enfants aux Parce hommes que l'homme a sous la demandé. pression en moins d'un an de relation? Michel Ngachou. Vous pouvez m'expliquer parce que même pour défendre des gens, il faut avoir de quoi. Ça se passe comment que vous arrêtez de chercher votre argent pour devenir une femme au foyer? Si un homme vous a rencontré alors que vous étiez en train de vendre vos arachides, il vous a apprécié, il vous a aimé, vous lui dites, mon cher, ton amour là doit me permettre, lorsque je serai dans ta maison, de me permettre de me déployer comme je veux. Ça veut dire- Et c'est pour ça ça que veut dire ma quoi? grand-mère disait toujours, ma chère chérie, ton travail c'est ton premier mari. Parce qu'un homme ne te respecte que lorsque tu peux aussi parler. Tu peux aussi déposer, tu peux aussi apporter. J'ai bien peur que mon Mengan réagisse parce que là, Non, je il sens ne ces soupis réagira de pas. l'endroit où je suis Non. assis. Je ne veux pas réagir. Je sens ces Bob soupis ne de veut pas l'endroit où je suis réagir. assis. Il est d'accord avec moi. Et lorsque la grand-mère vous dit, ton travail, c'est ton premier mari. Oui. Est-ce que tu vas épouser le mari? Est-ce que tu vas épouser le travail? Non, je ne vais pas épouser le travail. Tu as besoin d'un mari? Elle Tu as va besoin, manger tu as le besoin mari. d'un- tu as besoin- J'ai- tu as besoin j'ai d'un pas foyer, besoin- j'ai pas tu as besoin- besoin des j'ai- enfants, j'ai pas- tu as besoin d'un La encadrement, science est d'une là orientation. aujourd'hui. Est-ce que J'ai ce pas mari besoin fait du les enfants mari seulement? pour manger. Je n'ai pas besoin du mari pour me vêtir. J'ai besoin de travail pour manger. J'ai besoin de travail pour voyager. J'ai besoin de travail pour me construire. Donc vous pouvez vivre sans homme aujourd'hui. Moi, La je vie fais. le permet, Michel, Michel. ça, vous pouvez Oui, vivre sans être marié. aujourd'hui, oui. Voici une femme donc justement qui n'aura pas la possibilité de s'asseoir dans la cour avec les autres voisines et de rire à pleines dents parce qu'elle est malheureuse. Vous savez ce que ça fait de rester dans une maison avec un homme et de ne pas pouvoir acheter les allumettes de Vincennes? Et que quand il va rentrer le soir, vous allez dire Massa, les allumettes sont finies. Hein. Ah, toi là, tu te déranges. Hein. Même les allumettes de Vincennes, je dois tout faire ici pour moi. Et après, il va balancer Vincennes comme ça, à terre. Vous allez vous courber pour ramasser. Non, ça doit s'arrêter. Et j'invite cette femme et toutes les autres qui sont dans cette situation, qui vont m'insulter parce que j'estime qu'elles sont passives, elles sont des consommatrices Et des paresseuses. et des paresseuses, à aller lire l'histoire de Madame Anne Zinga. C'est une femme qui a marqué l'histoire de l'Angola, qui était contre l'impérialisme des Blancs à l'époque. C'est l'histoire d'une femme qui a été battante. Et je crois que toutes les femmes, nous toutes, on devrait s'en inspirer aujourd'hui. Une femme ne peut être une bonne femme que lorsqu'elle est bien dans sa tête. Très bien. Pour être une bonne épouse, vous devez être bien dans votre tête. Dans cette femme... Donna Briskamgang, Oui, elle n'a pas chuté. Hein. Elle va chuter. Il y a une précision que Audrey me permet de faire. Moi, il fait une différence entre le fait de travailler pour une femme et sa contribution effective à la marche d'un foyer. Beaucoup de femmes qui travaillent aujourd'hui, même lorsqu'elles ont un travail bien rémunéré, ne contribuent pas de façon effective à la marche du foyer. Effectivement. Elle pense que l'homme est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement de tout lorsqu'il s'agit de la contribution, notamment financière, Mauvais. à un certain nombre permettez. de responsabilités au sein du foyer. Et ça qui fait problème. Elle crée donc cette dépendance constante, même si je suis très content d'écouter Audrey, mais dans la pratique, C'est différent. même celles qui se disent féministes, après du tout, c'est l'homme qui doit, c'est l'homme qui doit. Il y en a Tu m'as aujourd'hui- épousé pourquoi? Il y en a ce aujourd'hui type de qui ont discours. fusionné les comptes avec leurs Je femmes. ne suis pas pour la Et qui démission ne de parviennent l'homme plus à dans un gérer foyer. quoi que ce soit parce que il ne peut plus s'offrir un quelconque plaisir. Vous Je le ne savez. suis pas pour la démission de l'homme dans un foyer. L'homme est le principal responsable. Mais je suis contre ce type de femme qui se comporte de telle sorte que le jour où l'homme a le jour où le foyer a une crise, le jour où il est malade, le jour où il perd son emploi,
le foyer ou le mariage s'arrête. Fonctionner. Parce que la femme pense que l'homme est tout et tout. Bon, C'est ça, le certaines problème. femmes aussi, parce que vous ne pouvez pas prendre un cas pour justifier Oui, les autres. justement, Il certaines faut aussi femmes. Oui. relativiser. Oui, Non, Audrey je m'adresse à Donald parce que Oui. tout à l'heure, non, je m'adresse à Donald parce que tout à l'heure, Merci, il a semblé Donald. vous dire Donald qu'il répondait à ne peut Audrey. pas généraliser les cas Voilà. à propos d'un exemple. Merci. Et Faites la même chose justement, pour par rapport à Audrey. cela, non, Dominique Audrey a pris un exemple. Elle est restée dans l'histoire Qui est du jour. Elle n'est pas sortie de l'histoire Voilà. du jour. Et elle va même Elle a dit faire à la femme, et Dominique Audrey a dit que cette femme, elle semble être une paresseuse. Non, elle est paresseuse. Voilà, donc Très Et bien. c'est pour ça que Karine le dit souvent ici. Et vous chutez là. Oui, et je suis d'accord avec ça. Lorsqu'on fait un enfant avec un homme, la contribution de l'homme ne doit être qu'un complément. Dès lors où vous décidez de prendre sur vous, de donner la vie, cette vie dépend de vous, mesdames. Cette vie dépend exclusivement de vous. Donc, le père doit venir après. Vous faites d'abord le nécessaire. Sinon, vous allez toujours être des... Bon, ça Mais c'est c'est pas bon. la vie de Dominique C'est Audrey pas bon. qu'il faudrait peut-être Personne nuancer n'a après besoin. parce que il y a des hommes qui Si pensent. on a des hommes Il y a des comme- hommes qui vous regardent ce Personne matin qui ont le n'en a sentiment besoin. que vraiment vous mettez le pied dans leur plat et à un moment donné c'est C'est comme si vous chamboulez Aujourd'hui, justement. vous autres là, du vous avez n'importe quoi. assis votre autorité Il y a des, sur votre argent. il y a des femmes qui vous regardent ce matin en disant vraiment ce que vous dites, moi je peux pas assumer, je ne peux pas. Parce que vous savez qu'il y a des filles, il y a des filles qui même lorsqu'elles sont dans des foyers où on bat Une sur fille elles ne là-bas, se permettez, marie pas. permettez. C'est une femme qui se marie, D'accord. monsieur Bon, Nani. moi je parle des filles qui vont justement dans les foyers. Là-bas, c'est les bastonnades en permanence. La famille va même vous retirer là-bas, vous y retournez le lendemain. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut Il y a beaucoup justifier de l'attitude d'une choses. femme pareillement? Il y a beaucoup de Alors, beaucoup de choses, c'est quoi? Il y Qu'est-ce qui a- vous y amène? Il y a le lit, il y a l'argent, il y a le confort que Merci. certaines maisons offrent. Il y en a qui n'ont même pas tout ça. hein. Et elles Mais, restent mais là-bas. retourne. hein. Elles n'ont pas mieux. Parce qu'on a fait croire aux femmes que lorsque vous n'êtes pas allé à l'école, si vous vous mariez, c'est bon, votre vie est assurée. En tout cas, on en reparle. On en reparle avec vous, madame, messieurs. On va tout de suite justement aller savoir ce que Donald Brice nous a réservé ce matin dans le cadre de la colère. Et la colère, comme tous les jours, c'est tout de suite dans le cadre justement de votre émission 10-12 le Zénith. Donald Brice Kamgang. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur la généralisation de la violence au Cameroun. L'opinion nationale vient d'être émue par le décès d'un élément de la gendarmerie au sein d'un terminal de la compagnie Finex Voyage à Douala. L'élément des forces de sécurité a été assommé par un agent qui réclamait le paiement d'une somme de 100 francs CFA pour l'usage de toilettes payantes au sein de l'agence. À Akak, dans la région du Sud, le sous-préfet de Campo vient d'avoir une confrontation verbale publique qui aurait pu déboucher sur un affrontement bien plus spectaculaire. S'il n'y a pas eu de mort d'homme à Akak, des prises de bec de 2 ou plusieurs compatriotes ont débouché ces dernières années ou ces derniers mois sur des actions particulièrement violentes avec des morts enregistrés. Il en est ainsi du décès du jeune Blériot Tsanou, poignardé par son camarade l'année dernière au lycée bilingue de Deido, ici à Douala. Au début de cette année 2020, c'est un enseignant qui était poignardé par son élève au lycée classique de Colbison, à Yaoundé. Des faits qui ont agité l'opinion publique à l'époque de leur survenance, comme les cas de bastonnade des enseignants en plein campus des établissements scolaires par des parents d'élèves. Les cas de violence et d'assassinat de personnes s'amoncellent de plus en plus au Cameroun, mais sans que l'on ne perçoive une prise de la mesure de la gravité de l'escalade. En attendant un sursaut de conscience, constatons que la violence semble gouverner au Cameroun. Cette violence, elle est scolaire. Les actes de sévices sur des élèves ou des enseignants se multiplient avec parfois
des mobiles de consommation de stupéfiants dans les établissements scolaires. Cette violence, elle est politique. La moindre contestation aux revendications, quelle que soit sa nature, reçoit une réponse des matraques, des gaz lacrymogènes, des incarcérations. La violence, elle est familiale. Les tensions entre les membres d'une seule et même famille aujourd'hui au Cameroun sont devenues aussi banales que la difficile cohabitation entre l'eau et le feu. La violence, elle est psychologique. La prévarication de la fortune publique, la malgouvernance, porteuse du mal-être social et notamment du chômage rampant chez les jeunes, peuvent être décrites comme une sorte de violence psychologique. Ces violences, aussi diverses et multiformes qu'elles s'expriment, pénètrent lentement, mais très sûrement, le corps social dans son entièreté. Et dans cette spirale de la violence, les plus exposés, c'est bien les jeunes enfants, les jeunes et moins jeunes, qui observent et qui recopient et reproduisent ces actes de violence au quotidien. Ces actes de violence qui se répètent, notamment dans les espaces publics, sont reproduits chaque jour par les jeunes et les moins jeunes qui les répètent. Et la gravité de ces faits n'a d'égal que cette multiplication des actes de sévices sur des compatriotes, dans les taxis, dans les établissements scolaires, sur la voie publique, et tout cela se reproduit. Le gouvernement semble ne pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Certains ont évoqué la nécessité de convoquer dans l'urgence des états généraux de la violence au Cameroun, afin de faire un diagnostic sans complaisance de cette crise sociale et d'adresser les solutions qui s'imposent. À demain. La colère de Donald Brice Kamgang, exprimée ce matin, madame, messieurs, avec un sujet extrêmement important porté sur la violence au Cameroun. Et au-delà justement de cette réalité exprimée par Donald Brice Kamgang, on va peut-être retourner dans les régions en crise, que ce soit au nord-ouest ou encore au sud-ouest et même à l'extrême nord du Cameroun. Allons voir le niveau de violence et surtout la montée qui est fulgurante. Est-ce qu'on laissera justement ce fléau s'enraciner dans cette société et justement d'avoir toutes les conséquences qu'on lui connaît aujourd'hui? Avons-nous les coups de France pour pouvoir l'éradiquer véritablement? Votre avis également compte tout à l'heure. On vous attend sur les plateformes connues. Laissez-nous justement vos commentaires comme à l'accoutumée. Comment faire pour sortir le Cameroun de la violence globalisée et même généralisée aujourd'hui? Les pressions connues, mais surtout interpellons-nous peut-être aussi l'armée et quelques dérives bien connues des forces de défense et même de sécurité parfois connues au Cameroun. Violence, pourquoi et comment en sortir? Bon, Bengan, peut-être les questions sont posées également aux téléspectateurs, même vous également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir véritablement? Parce que ça semble gagner du terrain et aller plus loin quand même aujourd'hui. Oui, mais il faut savoir, pour résoudre ce problème, pardon, Donald Brice a bien fait de globaliser. Comme disait mon ami Jean-Michel Cancan, et moi je n'aime pas le commerce de détail, j'aime le commerce en gros. Oui. Non, c'est un problème global qui montre comment notre société a été désagrégée. En fait, c'est de ça qu'il est question. Il s'agit aujourd'hui de réconcilier l'État et la nation, c'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens se reconnaissent aux institutions qui encadrent leur devenir quotidien et aux hommes qui dirigent ces institutions. C'est là où se trouve le problème. Je dis bien la réconciliation de l'État et de la nation. C'est quand même, non, parce que tout le monde, surtout mes filles qui sont ici, sont allées à l'école. Mais ils disent que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais quand on commence donc à assassiner les gendarmes, à n'importe quel coup de là, on peut l'engueuler. La sagesse, c'est où? Lorsqu'on construit les bars, les ventes emportées à côté des établissements scolaires, alors que la loi l'interdit, on se trouve dans quelle situation? Non, il y a eu comme une déflagration sociale
Donc la société camerounaise francophonisée, je pèse bien mes mots, francophonisée, a hérité de l'administration coloniale française, la corruption et la répression. Ça a fragmenté la société, au point où le politique s'occupe de tout, même de ce qu'il ne connaît pas. Si le politique se disait, nous avons un problème de société, que disent les sociologues, les anthropologues, le problème aurait été résolu. Ou un pan. Sur la question, oui, sur le problème de la violence. De la violence. Nous parlons de la violence. Tout à fait. Attendez, qui devait le faire? Le politique doit aller vers les sociologues et les anthropologues? Tout à fait. Par exemple, la loi qui régit le code pénal aujourd'hui, c'est une loi à problème qui ne régule rien. Or, la loi doit réguler les rapports sociaux. Vous voyez même le comportement de mes filles ici, c'est-à-dire que le mariage, c'est la guerre. Or, dans la société traditionnelle, on prévoit le mariage comme la recherche du bonheur. Et justement, quand on ne voit pas le bonheur dans le cheminement des rapports de ces deux enfants que nous avons mis ensemble, au lieu de s'accuser de se tirer, les hommes sont, les femmes sont, on dit, où est le problème? On s'assoit, on continue. C'est le consensus qui encadre. Or, je vous invite, ce n'est pas parce que ici il s'est tenu au Cameroun du 6 au 11 avril 1987 un forum sur la famille en Afrique noire. À côté de ça, un sociologue camerounais a écrit des livres très intéressants. Jean-Marc Ella. Est-ce que ça résout le problème de la violence? Oui. Notamment un livre chez Cartala. Moi, les deux livres ont paru chez Cartala. L'Afrique des villages. Un autre livre, l'Afrique en Afrique noire. La ville en Afrique noire. Quand on parle de la ville des villages, il y a bien comment vous appelez ça, les centres culturels camerounais, français et tout. Mais il y a aussi des foyers. Banjoun, tout ça. Oui. Comment la royauté a intégré dans la République qui allait naître? Ce consensus n'a pas été trouvé. Dernièrement, même Valentin Gandongo, le professeur Valentin Gandongo a écrit un autre livre, je pense que c'est l'Harmattan cette fois-ci, le politique, l'intellectuel et le journaliste. Donc ici, on a, et vous veillez d'avoir une loi qui régit l'activité culturelle, qui est en train de confiner les artistes et tout ce monde-là sur le plan purement communal. On va dire donc, justement que la loi au Cameroun, si vous voulez, le code pénal dans sa globalité, est elle-même plus violente qu'elle ne soit là. Voilà, mais c'est du fait du politique. Redresser. Le politique, le problème de résoudre la violence, c'est que le politique s'occupe de tout, même de ce qu'il ne connaît pas. Très bien. Il faut laisser les spécialistes analyser. Or, c'est le politique qui a géré Covid. Que disent les médecins? Vous n'avez jamais entendu les médecins camerounais. Lorsque le département, par exemple, de sciences de l'université de Douala dit au ministre, à la ministre de la recherche scientifique, comme vous l'appelez, de réhabiliter l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales pour aboutir à comment on appelle ça, aux médicaments rénovés, de la médecine traditionnelle. Elle n'en a même pas parlé. Donc, il y aura donc bagarre dans une violence. Voilà, il y aura donc une bagarre entre les médecins conventionnels et les thérapeutes. Donc, voilà la société régie, que le politique ne s'occupe que des affaires que le concernent, alors qu'il regarde, qu'il consulte les spécialistes en toutes choses, hein, Merci Mbomok. et prendre des mesures conséquentes pour violence réguler. également. Karine Santia, on va dire que au-delà du prisme, comme Mbomok est en train de développer aujourd'hui, qui est d'ailleurs dans sa globalité, si on revenait justement aux les choses les plus simples, dans des quartiers aujourd'hui, il y a des femmes qui s'engueulent en permanence, il y a des enfants qui ne savent pas se respecter entre eux. Il y a nos taximens qui sont champions dans les engalades en coup de route. Seulement ici à Douala, les bensikineurs, vraiment, on se connaît tous, n'ont aucun signe de respect pour beaucoup d'entre eux, pas tous d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas aussi des éléments de violence qui prouvent que la société est en décrépitude? Oui, c'est un délitement social général. Et c'est un délitement social général qui est implémenté par l'État depuis le haut. Il y a une violence d'État qui est pratiquée et une violence politique qui est pratiquée depuis 2018.
Et lorsque vous voulez interpréter cela, vous allez comprendre que de manière subséquente, on nous montre que la théorie de Max Weber est la meilleure, c'est-à-dire que l'État a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que seul l'État est capable d'agir avec la violence sur les citoyens. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce qui est percevable sur le terrain. C'est-à-dire qu'un sous-préfet peut tuer une dame, nettoyer tout le site et puis personne ne va en parler. Un sous-préfet peut tuer un journaliste chez lui, déplacer le corps sans que un médecin légiste ne vienne faire le constat, ne vienne découvrir le corps et faire les enquêtes qui vont avec. Aujourd'hui, dans notre pays... Un prélat peut être tué, on ne sait pas si c'est par noyade ou par oui, comment. Et on fait quand même, on laisse la rien. police judiciaire ici, on fait venir Interpol et après on ne dit plus rien. Vous voyez, c'est une violence généralisée qui est entretenue, je dis, par le politique, l'État en général. Parce que je ne sais pas si l'État a des choses à se reprocher. Mais je sais quand même qu'à la base, celui qui pratique la violence psychologiquement est une personne qui refoule des frustrations et qui, au moment de les sortir, n'en peut plus. Est-ce que l'État n'en peut plus de mal diriger? Il faut se poser les questions. Est-ce que l'État est arrivé à un moment où lui-même il se reproche des choses par rapport à ses actions? On ne sait pas. Parce que vous voyez que même sur les réseaux sociaux, les violences, les joutes verbales qui sont faites sont aussi des autorités de l'État. C'est-à-dire que ça vient aussi sous des faux profils. Il y en a qui n'ont même pas besoin de faux profils, hein. Ils sont là, ils ont les vrais noms, ils sont ministres, ils utilisent les termes de violence pour faire des publications, pour indexer les gens de manière tribale et autres. Ils sont là, on les connaît tous. Donc, c'est une manière de sécréter des frustrations qui leur permettra à un moment, au moment du politique, de venir trouver l'occasion de tromper encore le peuple. À un moment donné. Parce que vous savez qu'un peuple frustré... Donc, c'est sécrété et entretenu. Oui, c'est entretenu. Un peuple frustré est facilement manipulable. Et du coup, lorsque vous êtes manipulable, on peut vous faire tout ce qu'on veut. Du coup, lorsqu'on va vous dire que voilà telle chose qui s'est passée, vous allez laisser le problème général qui est un problème de structure, un problème de système pour vous attaquer au problème de personne. Par exemple, lorsqu'on va vous dire que, ok, le système de santé au Cameroun ne marche pas, tout le monde va dire que c'est Manaouda Malachi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que je soutiens quelqu'un. Je veux dire qu'on transforme les problèmes de système en problèmes de personnes parce qu'on veut un coupable. Ouais. On veut un coupable. Et la personne qui est violente cherche le coupable. Il cherche le coupable de sa malédiction, de sa souffrance. Et du coup, quand il commence à le faire, il ne réfléchit plus. Ce qui s'est passé, par exemple, à Finesse pourrait bien expliquer le fait. Vous voyez des personnes qui sont en train de réclamer les 500 francs et puis ils voient quelqu'un devant eux qui n'a pas de monnaie. Mais d'abord, ils se rappellent qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées, par exemple, toute la journée et on dit qu'ils n'ont pas la monnaie, ils sont partis avec leurs 500 francs. Et du coup, la première personne qui doit payer les pots cassés, c'est celui qui est devant et qui est arrivé malheureusement au mauvais moment. Vous voyez que, donc, on essaye de transmettre aux autres les violences qu'on a subies. Par contre, c'est pas le problème d'une personne, c'est un problème généralisé. Et si, à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver la solution à votre violence, tout le monde va devenir coupable et ça va devenir généralisé. Et imaginez-vous la famille de la jeune étudiante qui a été assassinée par le sous-préfet, par exemple. Si cette famille n'arrive pas à garder les pieds sur terre et à apaiser sa tristesse, vous allez voir qu'un jour, on va vous dire que quelque chose s'est passé. Donc, il faut que l'État trouve un moyen de se réconcilier avec le peuple, comme Bomboka dit. Et tant que cela n'est pas fait, ça va aller crescendo. Très bien. Il faut que l'État trouve un moyen de se réconcilier avec le peuple, dit Karine Santia. Est-ce que l'État devait rester toujours recroquevillé sur lui? Est-ce que l'État devait toujours être renfermé? De quoi l'État se reproche-t-il? Mais maintenant, on va quand même se poser la question, est-ce qu'on n'a pas... Quel est le rôle du ministère de l'Éducation de base sur les éléments de violence à apprendre aux enfants à bas âge? Que fait le ministère des Affaires sociales? Que fait le ministère justement de la jeunesse et l'éducation civique? Que fait justement le ministère de l'enseignement secondaire? Est-ce que ces ministères en réalité ne peuvent pas se mettre en accord pour penser justement la solution évidente au niveau de la violence? Et finalement, que dit l'entrepreneur en chef? Qu'est-ce qu'on pensera de lui? Qu'a-t-il lui-même fait? Le regard est porté sur vous, madame, messieurs. Merci de nous laisser vos petits messages sur les pages connues. On marque une pause et on se reparle.
Bon retour, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit pour la deuxième partie. Et avec vous, nous allons également certainement boucler au mieux ce sujet qui nous interpelle concernant la violence qui a été exprimée ce matin dans le cadre de la colère de Donald Brice Kamgang. Et on se posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau des institutions bien connues au Cameroun, c'est-à-dire les ministères de l'enseignement, de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire et même dans les universités d'État aujourd'hui, puisqu'il s'agit justement de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour amener les uns les autres à être bien éduqués pour éviter les violences? Quelle est la place des anthropologues? Que fait bien sûr le ministère des Affaires sociales dans une éducation de masse contre la violence? Est-ce qu'on n'est pas également en droit d'interpeller le ministère de la Jeunesse et l'éducation civique pour en savoir un peu plus sur tout ce qui doit se faire à ce niveau? Comment comprendre l'évolution de la violence? Dominique Audrey, votre point de vue, on ne l'a pas entendu quand même. Hein? Oui, moi je me suis prêtée à un jeu, j'ai fait une sorte de listing par catégorie. Au Cameroun, ce qui nous rend violents, c'est la pauvreté. Au Cameroun, on n'arrive pas à manger et ça c'est le propre de tout le monde. Conséquence, vous aurez des gens qui vont vous insulter simplement parce que vous êtes passé et que votre vêtement les a frôlés. Tout le monde est soupolé. On a les nerfs à fleur de peau et la moindre chose, bam, on a explosé. Ça part en sucette comme ça. À côté de ça, on a une absence criarde de débouchés économiques. Combien de Camerounais aujourd'hui savent sortir de l'école que dès que je finis ici, je pourrais travailler ici et je pourrais m'en sortir sur le plan financier. On n'a pas de garantie. Conséquence, on fabrique des voleurs. On fabrique des agresseurs et qui finissent par violenter des gens et tuer comme ce professeur qui était mort, qui a été tué durant une soirée de mariage où il était invité quelques jours après la mort de M. Njomi Tchakounté. On a un problème de mauvaises conditions d'habitation au Cameroun. La semaine dernière encore, je crois cette semaine, dans un reportage au journal de 7h à Equinox, on a des Camerounais et des Camerounaises qui ont été complètement détruits. On a même détruit un centre de santé à l'intérieur duquel il y avait des malades. Et durant l'interview accordée à certains rescapés de ces cas-là, il y a une femme qui a dit qu'elle était l'épouse d'un militaire qui était à Kolofata en ce moment. Quand on a donc des Camerounais qui ont eu du mal, on sait tout ce que ça coûte de construire une maison, qui ont pu se construire comme ça, et que du jour au lendemain, on vient les casser, on risque d'avoir des gens qui vont créer des émeutes, provoquer des émeutes et des frictions avec des gens. On a des discriminations ethniques. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sambelima avec les casseurs de boutiques qui ont porté les paquets de biscuits. C'était un problème d'ethnie. Ok, vous êtes de là-bas, d'accord, on casse vos boutiques. On a ça, ce problème, qui est en train de causer la violence. Et ça va un peu plus loin, Karine l'a mentionné, même sur les réseaux sociaux, avec une certaine catégorie de personnes censées être respectables, qui se prêtent à ce genre de jeu et qui sont en train de diviser les populations. C'est triste, mais c'est ça, c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui sur le terrain. On s'est plaint ici, Dominique Audrey, souvenez-vous de Essama. Oui. Essama qui est bien connu, l'activiste Essama. Oui. Donc les motos ont été confisqués justement. Et les portables et aussi. les portables depuis presque 4 mois déjà aujourd'hui. Le mec se bat comme il peut à supplier qu'on lui remette sa moto. Ou ses motos, puis ça fait 2 motos déjà, et ses téléphones portables. Croyez-vous justement que si ce mec décide justement de venir, de se déshabiller, se mettre devant le commissariat, c'est-à-dire qu'il se déshabille, qu'il veut se mettre devant le commissariat pour dire remettez mes motos parce que je ne sais pas de quoi vous m'accusez, cette fois-ci sera inculpé Atteinte à la pudeur. Oui. Est-ce que l'État même ne sécrète pas, comme Karine Sontian le disait justement, des éléments de violence qui amènent les Camerounais à être violents davantage? C'est justement ce que je suis en train de lister. À côté de ça, on a le favoritisme. On a eu le cas avec les NAM, avec l'homonyme d'un tel qui s'est retrouvé entré à l'école alors qu'il n'avait pas, entre guillemets, les aptitudes pour y entrer. Imaginez, vous et moi, on fait les cours, on a le niveau, on a tout, mais on vient chacun d'un lieu, on a des noms un peu bizarres, compliqués là. On ne peut pas entrer parce qu'on a pris la place de l'un d'entre nous et qu'on a donné à quelqu'un simplement qui porte le nom. Est-ce que vous pensez que simplement ça, vos parents qui se donnent, qui vous accompagnent, qui s'investissent pour que vous réussissiez et que comme ça,
en une signature, on donne votre place à quelqu'un. Ce n'est pas suffisant pour créer, comme on dit dans le centre là-bas, les Bourganjanga dans votre tête. Oui, souvenez-vous du cas de la dame qui est décédée du Covid et que les médecins ont traîné le corps comme ça, à même le sol, pour mettre dehors. Sans le moindre respect. Souvenez-vous de ces bébés qui sont morts par manque de couveuse dans un pays où les Camerounais payent les impôts, dans un pays où un ministère a un budget. Souvenez-vous de ces enfants qui sont morts dans la région du Nord parce qu'ils cherchaient de l'eau à boire dans le... Monsieur, le chapelet est tellement grand parce que regardez même la dame qui a été tuée avec son bébé au dos. Parce qu'elle a été électrocutée à part des fils. Ça, c'est tué justement par un militaire. Il faut préciser. Il faut voir justement les massacres de Ngarbout aujourd'hui. Le bébé Martha. Voilà, donc c'est tellement de choses en même temps. Les jeunes Lério Osmanou ici à l'école, au lycée de Daïdo. Allons voir même ce qui s'est passé au niveau de Bafia avec le jeune Bello, dont les gens ont été totalement rognés par la police. Et que le policier, justement, l'un des policiers, d'ailleurs, les policiers sont encore en liberté aujourd'hui et que ça ne dise rien à personne. Le jeune homme de Bafoussam qui a été fusillé dans une boucherie. Par la gendarmerie. Vous pensez que si simplement une famille, cette famille-là avait décidé qu'il y en a marre, c'est bon comme ça, notre fils ne peut pas mourir comme ça, vous l'avez tué, vous nous tuez tous. Il suffit que des gens comme ça se lèvent pour que ça embrasse tout et on ne voudrait pas en arriver là. Comme je dis tous les jours, moi j'aimerais bien me construire dans mon pays. Et si on se retrouve à avoir la fusion de tous ces foyers de tension, ces foyers de violence là, on est tous perdants dans l'histoire. Même les personnes qui pensent qu'elles sont bien aujourd'hui, tout le monde va perdre. Donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Alors, Donald Brice, tout à l'heure, Karine Santé semblait justement nous poser une question. De quoi l'État a peur? Qu'est-ce qui fait peur à l'État? Souvenez-vous des émeutes de 2008, ce qui s'est passé sur le pont de Douala. Vous vous en souvenez, les réalités, où des deux côtés, les manifestants étaient sur le pont, des deux côtés, on a vu justement les coincés. Il y en a qui sont tombés dans la rivière. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas allé chercher qu'est-ce qu'ils en sont devenus. Et justement, on a pris ce qu'on a pu prendre sur le pont. Beaucoup se sont retrouvés dans des prisons. Certains y sont encore restés jusqu'aujourd'hui. Comment vous croyez qu'on ne peut pas vivre, avoir des relents de violence dans ce cas? Est-ce que l'État même n'est pas le premier coupable même de la violence que nous vivons aujourd'hui? Oui, l'État est un instigateur principal de la violence aujourd'hui. Les ressorts de la violence, les causes de la violence, elles sont diverses. Parmi ces causes, il y a la contestation des structures sociales et des modes d'ascension sociale dans notre pays. Comment est-ce qu'on devient haut responsable au Cameroun? Dans bon nombre de cas, c'est souvent avec des actes de corruption, de favoritisme et d'autres modèles arbitraires. Comment est-ce qu'on devient sous-préfet dans notre pays? La légitimité de ces instances qui sont mises en place. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de décentralisation et avec un code qui a été rénové, qui a été adopté en fin d'année 2019. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien que la prédominance des autorités administratives sur les instances mises en place à travers des élections, je parle des mairies, montre très bien que le pouvoir central ne veut pas lâcher du lest. La dépravation des mœurs dans les milieux jeunes avec pour corollaire la consommation des stupéfiants, ainsi de suite, ça montre que nous sommes dans une société qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de repères. Alors, évidemment que le pouvoir, si le pouvoir s'attaque à ces problèmes-là, si le pouvoir adresse de façon sérieuse à la racine ces problèmes, il est inévitable qu'il s'attaquerait sans doute à ses modèles de fonctionnement, à son logiciel de fonctionnement, à savoir cet État qui est prédominant, qui déploie sa superpuissance pour neutraliser et vassaliser tout le monde, partout et quel qu'il soit. Donc, on comprend très bien l'embarras du gouvernement. S'il faut adresser la question de la violence politique, ce sont des élections démocratiques qu'il faut mettre en place. S'il faut adresser la question de la décentralisation, s'il faut limiter les conflits, on en parlera tout à l'heure, entre les autorités traditionnelles
et les sous-préfets et préfets, c'est la question de la mise en place effective sur le respect des chaufferies traditionnelles qui entrent en jeu. Et ça, le pouvoir n'est pas encore prêt, en tout cas en l'état actuel, de faire ces concessions. Peut-être premier élément, avant que Dominique ne renchérisse, il y a qu'aujourd'hui dans nos écoles primaires, on ne parle plus de morale. Je parle bien de morale parce que nos enfants, pour beaucoup d'écoles primaires publiques, n'apprennent plus, on ne leur enseigne plus. Ils ne savent même pas ce que c'est. On leur enseigne plus les cours de morale. Parce que nous, au moins, on a eu cette chance-là que nous sommes allés à l'école, on nous a enseigné la morale. Et que disent les parents aujourd'hui? C'est ça le problème fondamental. Il y a des parents qui nous regardent comme c'est le cas ce matin. Ils sont tous au Cameroun. Et aucun parent ne s'est levé de façon légitime. On a des associations de parents d'élèves dans les établissements. Personne ne se lève pour dire pourquoi est-ce qu'on n'a plus les cours de morale. Première chose. Deuxièmement, comment expliquer que les députés de la nation, constat fait, ne soient plus capables de dire pourquoi la morale disparaît dans les enseignements de nos enfants au Cameroun. Vous parlez justement de violence. Ça, c'est une autre question. Où est la place justement des religieux? Que disent les religieux? Moi, je me pose la question. Le cardinal Christian Toumi, il est là, il est vivant. On a Monseigneur Samuel qui est dans le niveau de Douala. On a Mbaga, Yaoundé, etc. Que dit l'Église? Que dit le clergé dans sa globalité sur cette question de violence? On ne les entend pas. Est-ce que finalement, vous ne croyez pas que tout est de mèche, tout est bien pensé pour qu'on puisse vraiment dénaturer, déstructurer une société qui se veut émergente? Michel, la question est plus complexe que ça. Il ne suffit pas que les religieux et les chefs traditionnels parlent pour que d'un coup de baguette magique, que la violence cesse. Non, vous parlez de l'école, l'éducation morale à l'école. Ce serait bien d'introduire et d'accorder une place de choix à l'éducation morale, comme à l'époque dans nos établissements scolaires, mais ça ne suffit pas. Enseigner toutes les valeurs morales que vous voulez à l'école aux enfants, si la société, je rappelle que l'école est une instance sociale, est une instance qui fonctionne dans la société prise dans sa globalité. Enseigner toutes les théories morales à l'école, si les gens observent à la télévision que on parle de milliards de francs CFA détournés sans que les personnes qui sont mises en cause ne soient inquiétées. Si on parle des personnes... On crée le TCS pour vous dire que libérer le corps du délit et vous le sortez. Donc, il faut un modèle de construction sociale. Et il faut que l'école, ce que l'on enseigne à l'école, que la société dans sa globalité reflète ce que nous disons à l'école. Si vous êtes un enfant que vous voulez n'est pas bien et que vous-même vous êtes un voleur, pensez qu'il va écouter ça? Bonne question. Il y a aussi, Michel, justement pour enchérir à ce que Donald dit, il y a une partie un peu délabrée de cette société parce qu'on est en train de parler de l'éducation, on oublie qu'on a abandonné les enfants. On a abandonné les personnes qu'on éduque. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez à l'école, c'est pour réussir. C'est pour avoir une vie assez stable. C'est pour que dans votre situation sociale, vous soyez un peu différent. Mais lorsque vous êtes dans notre société et que vous allez à l'école et que plus tard, vous serez obligé de quémander pour vivre, de faire des salamalek dans un parti politique ou dans un autre pour réussir à intégrer un cercle social assez différent, vous allez avoir de la peine à penser qu'en dehors de ça, il y a mieux. Par exemple, les Camerounais pensent qu'il n'y a rien d'autre qui peut marcher en dehors du système qui marche actuellement. C'est pour ça que tout le monde reste calme et subit la violence. Nous subissons la violence que nous avons commencé aussi à pratiquer, justement parce qu'on se dit à un moment donné qu'il n'y a rien à faire. D'ailleurs, tout ce qu'on parle même depuis là, ça a changé quoi? Et pourtant, le but n'est pas de parler parce que l'éducation, l'enseignement, c'est pour avoir des esprits éveillés. Mais lorsque vous enseignez des personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans la société, font face à d'autres faits, c'est compliqué. Dominique Audrey voulait réagir rapidement avant que mon Mengan ne parle. Oui. Je voudrais dire simplement que, à part le rôle de l'État, maintenant, les parents aussi ont une responsabilité. Et je pense qu'on pourrait revenir à de meilleurs sentiments si on punissait une certaine catégorie de personnes. La semaine dernière, sur la toile, moi j'ai vu et j'ai été ahurie de voir cette vidéo. C'était 2 enfants qui étaient en train de se battre et il y avait une femme qui filmait et rigolait. Cette femme doit être punie, Michel. Parce qu'on ne peut pas encourager les enfants à se bagarrer. Il y a même eu des commentaires comme quoi voilà le futur tueur de fitness. Voilà. J'ai vu un truc comme ça. On ne peut pas encourager ce genre de choses. Ouais. Donc si on commence à réprimer ce genre de parents,
qui demande aux enfants, il t'a tapé, oui, il va aussi taper. Recommencer encore le temps que je filme. On enferme celle-là même 6 mois. Plus jamais personne ne le fera. Plus jamais. Imaginez, oui, La je suis dictature aussi, sérieux. c'est une forme de Ce violence. n'est pas la hein. dictature. Ce n'est pas la dictature. Soit on lui demande de payer une amende, même de 2 millions. C'est simplement pour que ça serve de leçon. Je ne sais pas ce que vous avez éprouvé, si vous avez même regardé cette Non, vidéo. j'ai c'était regardé, C'était trop ça fait tout justement violent de la pour des toile. enfants de cet âge-là. Elle ne peut pas être en train de filmer et Vous elle avez vu le rigole. coup, comment l'enfant s'est Et elle affalé. rigole, non. Je voudrais ajouter deux phrases. Donc, permettez, bon, Bengamba réagir rapidement. Oui, je suis très content du développement, mais en fait, c'est les conséquences. Oui. Tout le monde développe les conséquences. Tout ce que vous développez et les solutions envisagées se trouvent dans nos cultures. L'origine de cette violence vient de l'administration coloniale française. Vous vous rappelez, pourquoi y a-t-il plus de violence en France qu'en Angleterre, qu'en Grande-Bretagne? Au point où un président français, je ne cite pas le nom bien connu, je cite le nom caché, il s'appelait Nagui Pal de Bosca, bon, connu sous le nom de Sarkozy. Il parle de la racaille. Devant les gens, la violence, il vous dit la racaille. On dit, il insulte lui aussi. Voilà en fait la matérialisation de ce que nous avons hérité. Parce que lorsque nous disons que vous êtes occidentalisé, les gens parlent, ah oui, vous voulez et toujours montrer le truc ailleurs, le bien. Justement parce que la France ne savait comment imprimer ces marques ici. Il fallait donc tuer tout ce qui revendiquait les indépendances et vous imposer leurs valets et qui sont en train de perpétuer le truc. Quand on parle de racaille, bon Bengan, vous me ramenez rapidement en 2008 à la suite justement d'un discours du chef de l'État. L'apprenti sorcier. Quand il revient justement, moi je regarde la télévision parce qu'à l'époque je suis à Yaoundé, je regarde la télévision, je regarde mon chef de l'État parler et qui nous dit à la télévision, qui dit que des apprentis sorciers seraient en train de... Alors moi je sors de la maison, pas loin de chez moi parce que si l'agent de la GP est vivant, je suis à Tinga à l'époque, je sors de chez moi, je dis mais monsieur l'agent, comment vous expliquez que le chef de l'État vient plutôt insulter les gens en les traitant d'apprentis sorciers? Qu'est-ce que vous dites de ça? L'agent est vivant, je ne sais pas, je ne peux pas le reconnaître, s'il peut me reconnaître également. Il m'a dit, nous-mêmes ça nous choque, ça nous énerve. Mais en attendant, rentre chez toi. Il a dit pire. Il a dit pire. Par exemple, là, on dit, qui sont-ils, ces apprentis sorciers? Il avait dit dans les années 40, il dit, mais voici donc à Douala. Vous voyez, lorsqu'il y a des trucs comme ça, on lance la guerre contre Boko Haram, il dit, nous avons vaincu le maquis. Est-ce que Boko Haram était comparable au maquis? Bon, vous voyez, donc c'est ça la transmission. Même quand De Gaulle arrive à Brazzaville en 1958, il commence à vivre, c'est ça qu'il a transmis. C'est ça qu'on transmet. Et effectivement, c'est ça qui entre de manière subtile dans tout. Même l'Église est devenue violente. Pourquoi? Vous vous dites, c'est pour ça que nous disons qu'il faut réconcilier l'État et la nation. Comment nos royautés doivent intégrer dans la République? On parle bien d'un pays Bamou, non? Oui. Mais alors, comment vous pouvez donc accepter que dit insultant? Quel statut il a? Les chefferies du premier degré, les statuts d'un bon bouquet autre. On leur dit non, c'est le sous-préfet qui, c'est l'autorité administrative. On lui dit même, monsieur le sous-préfet, prenez le commandement. Bon, vous voyez, ça devient terrible. Donc, c'est un héritage que nous devons régler. On va prendre les messages. On va prendre justement les messages de nos spectateurs. Donna Brice veut vraiment réagir, mais vous me permettrez, vous allez réagir. Bon, vous voulez bien? Une phrase, 30 secondes. Michel. Je vous en prie. Vous semblez dire tout à l'heure qu'en instaurant l'éducation morale à l'école, on ne résolvera le problème. Je rappelle qu'à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, on enseigne le droit, on enseigne les règles, les principes de bonne gouvernance, de bonne gestion, les principes de respect du bien public, mais comptabiliser sur tous ceux qui sont à la prison centrale de Non, mais on leur dit, au-delà de tout, il y a le commandement. Voilà, donc on leur enseigne ça, mais on leur dit, oui, appliquez, mais sachez que pour asseoir, commander. Donc il ne suffit pas de dire à l'école qu'il faut bien faire. Il y a dans le problème est systémique et c'est lié justement à l'éducation à la base. Allez, Karine Sontia, les messages. Concernant la colère du jour, c'est simple à comprendre. Ce pays marche sur la tête. Les plombiers assurent la maintenance électrique.
Les garagistes sont maçons. Voici un problème qui interpelle les sociologues, mais qui les consulte. Il y a une frustration terrible que les Camerounais ne peuvent refouler que par la violence. Et vu que l'État a abandonné le peuple, cette violence est orientée contre autrui. Associé à cela, la précarité de la vie et le fait que chaque jour, on entend que les gens volent et on ne leur fait rien. Et quand il y a un semblant de soulèvement, les Mbéré nous gèrent avec le Mamiwata. Après, on va nous dire que l'autre là nous a apporté la paix et la démocratie. La bonne blague. Ça, c'est Tony Frank Damchouat qui nous écrit ce matin. Voilà, ce message-là. On va lire d'autres qui sont sous la page Equinox TV. Les femmes mariées ou pas devraient arrêter d'attendre leur bonheur des hommes. La femme est celle qui apporte le bonheur à l'homme, qui reste un éternel bébé insatisfait. Tatiana Clara qui a écrit ce message. Un autre message ce matin. Parlant de la violence, l'État est l'élément instigateur, c'est ça? Instigateur de la violence dans notre pays, car on bafoue toutes les normes traditionnelles au profit de celles administratives. La seule chose à faire, c'est de faire partir tout le gouvernement et son leader, et on reviendra sur nos sources et on pourra construire l'État-nation tant attendu, car aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, car les Camerounais sont frustrés mentalement et nos cœurs sont touchés car le pardon n'existe plus dans notre beau pays, le Cameroun, comme au temps d'Aïdjo. Et Mani Pierre Ngati. Qui nous a n'était pas tendre, il faut le dire. Mais ça marchait. On sait ce qui s'est passé avec Aïdjo. Voilà. Créez vos propres églises et écoles idéologiques pendant qu'il est encore temps. Cessez de tout confier aux écoles coraniques et catéchistes. Très bien, c'est bon. Jires Kwebo qui a écrit ce matin. Un autre message que nous allons rendre à l'instant, notamment, moi je parlerai plutôt de la violence juvénile dans nos rues et quartiers. Quand tu te trouves par malheur en train de ne pas surveiller, vous pouvez trouver, vous pouvez vous trouver être braqueur en plein rue. On ne comprend pas trop le message. Un président qui n'est jamais allé vivre avec le pauvre dans les quartiers et villages, mais passe la moitié de l'année en Suisse. Léo Sankara, un autre message ce matin. Alors, je condamne la famille de cette fille. Pourquoi sa famille ne récupère pas leur fille? Et je me demande pourquoi on n'a pas fermé cette agence et leur donné des contraventions. Les hommes, restez à la maison et laissez les femmes travailler, puisque les dépenses que vous faites sur votre enfant ne sont que des compléments. Alors, un autre... Pardon, le vivre en couple est une complémentarité, pas un universel. L'homme prend son ego pour masquer son refus. Christiane Signé qui nous a écrit. Et pourtant, vous les femmes, vous prenez souvent le cas d'une seule femme pour en faire une généralité. En philosophie, on dit que l'État est le plus froid des monstres. Entendez ici le gouvernement qui se prend pour le peuple. Le gouvernement camerounais en est la preuve. Tatiana Clara. C'est Nietzsche qui le dit justement, l'État le plus froid des monstres froids. Ben là, Nietzsche, l'allemand, c'est ça, mon bon? Oui, vous pouvez donc comprendre que lui qui a grandi dans un système d'oppression avec Hitler, etc., il peut justement, à travers ses écrits, ressortir des termes pareils et qui rassure et qui arrange justement le politique, qui vous laisse croire que pour pouvoir s'en sortir, il faut toujours avoir une emprise de commandement sur le peuple. Alors, tout ce qui se passe dans notre pays est tout simplement le résultat de la malgouvernance. Ne soyons pas surpris qu'un matin, ce soit le chaos total. El Romi qui nous écrit. Un autre message ce matin. Moi-même, j'étais célibataire. Je n'insultais jamais les femmes mariées. Quand j'étais célibataire, je n'insultais jamais les femmes mariées.
Cameroon is the only country that the government is sending out military forces to solve a problem. Mechanical man. À quoi ça sert d'avoir... La société camerounaise est désagrégée parce que les agrégés se sont mis à écarter la norme et normaliser les cas. Bref, les agrégés ont désagrégé le Cameroun. Fils de planteur. Ça ne m'intéresse plus qu'on a pris le... Voilà. Un autre... il n'y a pas d'État dans ce pays. Tous des malfrats. Où est la photo qui dirige le Cameroun? C'est tout avec les messages. Allez, Karine Sautier, on va dire merci infiniment pour ces messages parce qu'il y en a tellement ce matin. Et on va marquer une pause rapidement, madame, monsieur. On ira retrouver rapidement Consti Lamine qui est là ce matin et qui a encore à nous dire. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Michel, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les automobilistes, bonjour à tous les camionneurs, bonjour à tous ceux-là qui ont les gros engins de conduite. Alors ce matin, j'attire l'attention de tous ceux-là qui nous regardent à la maison, j'attire l'attention de tous ceux-là qui nous regardent à travers leurs magasins, qu'il est important d'aller dans les magasins Sorepco parce que là-bas, c'est la grande promotion dans les magasins Sorepco. C'est des pneus de très très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Oui, acheter un pneu c'est bien, mais l'acheter dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Et en ce moment, nous sommes en pleine promotion. Et surtout, ne l'oubliez pas, c'est la saison de pluie qui a commencé. Et quand on parle de pluie, les routes sont tellement dégradées. Les routes ont les boues. Les routes, bien sûr, ont les flaques d'eau. Alors, pour pouvoir parcourir ces routes, pour pouvoir bien circuler, il faudrait avoir des pneus de qualité. Oui, il faudrait avoir des pneus d'origine. Il faudrait avoir des pneus durables. Et les pneus durables, vous les retrouverez dans tous les magasins Sorepco. Et la marque en promotion, c'est la marque Rothshine. Oui, rien que son nom donne déjà l'envie d'aller les acheter. Rien que son nom vous donne l'envie de les, bien sûr, fixer sur votre véhicule parce que les pneus Rothshine sont les pneus d'origine européenne. Les pneus Rothshine sont des pneus arrosés de plusieurs mois de garantie. Alors, chers téléspectateurs, arrêtons d'acheter les pneus d'occasion. Arrêtons d'acheter les pneus en vrac. Arrêtons d'acheter n'importe quel genre de pneus parce que le tout n'est pas d'avoir une très belle carrosserie de véhicule, mais alors le plus important, c'est d'avoir des pieds qui vous permettront de bien marcher. Et les pieds de la voiture, c'est bien entendu les pneus. Ah ben oui, chers téléspectateurs, raison pour laquelle j'invite tous ceux qui nous regardent ce matin de profiter de cette grande promotion pour acheter les pneus de qualité, les pneus de la marque Rothshine dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par le premier produit. Ah ben oui, le premier pneu qui est en vente ce matin dans les magasins Sorepco, c'est un pneu d'origine. Regardez bien sûr la présentation, regardez le design, oh là 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 là, regardez la référence, c'est un pneu 245/65/R17. Vous l'avez à 55 000 francs le pneu. Oui, je n'ai pas dit deux pneus, j'ai dit 55 000 francs le pneu. Donc, on présente deux pneus pour dire tout simplement que vous achetez deux pneus, on vous donne un instincteur gratuitement. Oh là 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 là, est-ce que ce n'est pas bien? Non seulement vous avez des pneus de qualité, mais vous avez la sécurité incendie à bord de votre véhicule, à bord de votre bus, avec des instincteurs qu'on vous donne gratuitement dès que vous achetez deux pneus dans les magasins Sorepco. À côté, bien sûr, de cette référence, une deuxième référence encore plus importante, c'est une référence 2275 R65/R17. Vous l'avez à 61 100 francs le pneu. C'est des pneus neufs, c'est des pneus dans le carton, c'est des pneus dans leur emballage. Et quand on dit dans le carton, ça veut dire que c'est un pneu qui est encore neuf, jamais utilisé, avec garantie. Vous l'avez à 61 000 francs, la référence 275/65R17. Et dès que vous achetez deux pneus, on vous donne gratuitement un instincteur chez Sorepco. La troisième référence, c'est bien entendu une référence encore plus importante, encore plus imposante. C'est la référence 235, bien entendu, 235
R/65 R17, vous l'avez à 65 500 dans tous les magasins Sorepco avec le même avantage, notamment 2 pneus achetés, un instincteur qu'on vous donne gratuitement. Rien que l'instincteur coûte plus de 10 000. Mais on vous donne ça gratuitement chez Sorepco dès que vous achetez 2 pneus dans tous nos magasins. Nous allons conclure la vente de ce matin par le gros turbo. Oh là là, c'est les pneus de camion. C'est les pneus pour les camions. Regardez comment ça se présente à l'écran. Aïe, le pneu là est nyanga. Le pneu là est stylé. Il est d'origine. Il est bien sûr adapté pour tout type de camion. Vous l'avez dans tous les magasins Sorepco à des prix vraiment très très abordables, à des prix de qualité. Cette promotion en pleine saison pluie, c'est pour permettre aux automobilistes de ne plus faire assez d'accidents. Donc, chers téléspectateurs, venez chez Sorepco et achetez la qualité en matière de pneus à des prix vraiment dérisoires à partir bien de 55 500 francs. Offrez un pneu de marque Rothschild dans tous les magasins Sorepco. Nous livrons dans tout le Cameroun, dans les pays africains. Pour ceux qui veulent commander au Tchad, au Congo, en RCA, au Gabon, appelez la direction commerciale et passez la commande des pneus de marque Rothschild. Rothschild. Thank you plenty, my friend. Merci, Constil Lamine, merci à vous. Allez, madame, monsieur, dans un instant, on aura également le plaisir d'avoir ici monsieur Ndi Marie avec nous. Il viendra nous parler d'autres choses. Mais avant cela, rassurons-nous que vous êtes toujours connectés sur les antennes d'Equinox Télévision pour 10-12 le Zénith et qui se poursuit à l'instant. Eh bien, on nous fait savoir justement que monsieur Ndi est déjà installé ce matin. Monsieur Ndi Marie, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. En fait, je viens vous parler ce matin du Green Home Depot. Green Home Depot, qu'est-ce que c'est en réalité? Green Home Depot est en réalité une dérivée du grand groupe Green. Green Home Depot joue le rôle, comme son nom l'indique, de dépôt ou de magasin du groupe vert et a pour vision de promouvoir le développement durable au travers notamment d'une agriculture durable, une agriculture locale verte. D'où le slogan « Using what we already have ». Nous considérons l'agriculture verte comme étant un moyen permettant la croissance agricole et le développement économique, tout en prévenant la dégradation de l'environnement et en préservant les réserves naturelles. Alors, un constat assez rapide nous a montré qu'il y a 1,3 milliard de tonnes de déchets alimentaires qui sont produits dans le monde chaque année. Dans ces 1,3 milliard de tonnes, 912 500 tonnes sont les déchets générés à Douala, et c'est contre 722 262 tonnes générées à Yaoundé. Dans ces déchets, 60% représentent des déchets d'origine organique, c'est-à-dire qui peuvent être réutilisables à d'autres fins. Ces déchets, aussi, environ 3 milliards de personnes dans le monde entier utilisent une source d'énergie solide pour cuisiner, et c'est 60% de la population camerounaise qui utilise soit le feu de charbon, soit le feu de bois pour cuisiner, ignorant les dangers qu'à la longue, à l'utilisation de ces instruments peut causer. Alors, maintenant, concernant les acteurs du secteur agricole, qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre eux ont recours à l'utilisation des fertilisants inappropriés qui, à la longue, appauvrissent les sols en matière organique et conduisent à la stérilisation de ceux-ci. Nous, à Green Home Depot, donc, face à ces différentes situations alarmantes, Green Home Depot se veut comme le distributeur exclusif en Afrique centrale du home biogaz, qui est un biodigesteur haut de gamme qui permet la fabrication d'un gaz naturel de cuisson, mais surtout d'un engrais de haute qualité permettant pour les agriculteurs aspirant à réaliser le profit supérieur tout en gagnant en qualité. Alors, le biodigesteur, comment il est, comment il agit concrètement, comment il se présente? Le biodigesteur, c'est un appareil qui est placé à l'air libre sur 7 mètres carrés, comme vous pouvez voir à l'écran. Il est placé à partir de vos déchets ménagers, tout ce qui est organique, les défections animales, tout ce qui est bouse d'animal. On l'introduit dans la bouche d'entrée du système. Les déchets ensuite sont envoyés dans la poche basse du système où il existe des micro-organismes qui digèrent ces déchets-là et produisent du biogaz qui sera stocké dans la poche supérieure, ensuite évacué dans les conduits d'évacuation ainsi que de l'engrais. Qu'est-ce qu'il diffère notre biodigesteur de la plupart des biodigesteurs? Notre biodigesteur, déjà, il a une simplicité de mise en place, une facilité d'utilisation et d'entretien, son efficacité,
Sa durabilité, il a une durée de vie de 15 ans minimale et surtout sa sûreté inégalée. Alors, si vous êtes acteur du secteur agricole ou tout simplement pour vos besoins domestiques et vous souhaitez obtenir un rendement élevé de production de gaz et d'engrais, n'hésitez pas à nous contacter. À Douala, nous sommes situés à Akwa, derrière la station Ngodi. À Yaoundé, au quartier Titi Garage, station Neptune. À Bafoussam, au carrefour TPO, à côté de la station Kamako. Les contacts sont affichés à l'écran. Et nous vous invitons, parce que chaque vendredi en entreprise, nous faisons ce qu'on appelle des journées portes ouvertes à partir de 13h. Je vous remercie. Marie, Monsieur Ndi, Marie, d'être passé chez nous ce matin. Et on espère justement vous revoir prochainement pour davantage d'infos sur ce projet qui restitue justement le savoir-faire camerounais. Et là, vous nous parlez bien sûr de biogaz. On va dans un instant, madame, monsieur, aller voir ce que Karine Sousa nous propose dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Mais lire rapidement ce message qui nous parvient à l'instant sur cette antenne. Je m'appelle madame Nié justement de Ndorpassi, qui nous dit je suis une citoyenne à part entière, assise devant l'écran et regardant votre chaîne, l'émission 10-12 Zénith. J'en profite pour m'adresser à vous. Que faire d'un cousin qui passe le temps à rendre justice, même face à Eneo? Elle fait la violence jusqu'à couper le fil électrique d'Eneo. Ça l'aide ou quoi? Bon. Elle bloque même le tuyau qui évacue les eaux naturelles chez la voisine. Elle s'en fout. Si moi, la voisine sortant de ma barrière, si je réagis ainsi, ça donnera quoi? La guerre ou qui viendra avec la paix? Bon, on a envie de comprendre, justement. Elle tente de nous faire savoir qu'il y a un problème de violence aujourd'hui. Et que même Eneo, même des gens parviennent à aller sectionner justement les câbles d'Eneo. Elle parle de sa voisine qui sectionne les câbles, Néo, oui. qui bouche les tuyaux d'évacuation d'eau également. Et maintenant, si elle, la voisine, a le même comportement par rapport à cette voisine qui est belliqueuse, oui. Bon, maintenant, si vous avez une voisine comme ça, il y a des instances où vous pouvez lui porter plainte. Et qu'elle... Bon, on trouvera toujours que c'est violent, en tout cas. Bon, il faut faire quoi? Il faut... Au lieu de verser dans les chamailles, parce qu'une femme, ça ne se chamaille pas. Quand il y a un problème, on cherche à résoudre ce problème-là. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est la vie communautaire qui sauve. Très bien. La vie communautaire comme en Afrique. Oui, merci beaucoup. Bonbon Bengan Kanji. Madame, messieurs, voici la revue des réseaux sociaux, bien pensée par Karine Santia, que nous écoutons. Premier sujet ce matin, on s'intéresse au haut plateau, tentative de réconciliation avortée avec Sa Majesté Sokujou. Le roi des Bamenju n'a pas pris part à la réunion qui s'est tenue à Baham en présence de Jean Kuete dans le but d'aplanir les divergences entre le préfet des hauts plateaux, Yampen Ousmanou, et le chef Bamenju. Oui, un sujet que vous aviez recoupé pour nous, Karine. Qu'est-ce qu'on a compris, mon fond? On doit comprendre enfin qu'au final, il y a l'autorité traditionnelle qu'il faudra respecter et que au lieu de l'inviter dans un autre royaume pour parler des problèmes qui concernent Bamenju, on aurait pu se déporter dans sa chefferie et commencer par là à discuter si on voulait vraiment résoudre un problème. En tout cas, je pense que je ne me trompe pas, Bonbon. Oui, mais je sais aussi que Sa Majesté Sokujou n'est pas militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et je sais que Jean Kuete, lui, il est un cadre dans le Rassemblement du peuple camerounais. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui doit résoudre ce problème administratif. En tout cas, Donald Briskam-Gang, nous prenons d'abord votre avis justement sur le sujet. Inviter Sa Majesté Sokujou, qui devrait partir de Bamenju, pour Baham, pour une résolution, est-ce que ce n'est pas aussi montrer la faiblesse de celui-ci? Et pourtant, chaque jour, il fait entendre sa voix en tant qu'autorité traditionnelle compétente pour ses peuples et son peuple. Comment vous expliquez ça? Dans le fonctionnement actuel de l'État camerounais, le gouvernement semble ne pas avoir intérêt à accorder l'autonomie qui est attendue des chefferies traditionnelles. Le gouvernement déploie un certain nombre d'actions et de moyens pour dominer et tenir dans son escarcelle les autorités traditionnelles, souvent par des moyens tout à fait incroyables.
nous sommes, ces dernières années, ces conflits se sont accentués et c'est le cas avec la chefferie supérieure des Bamenju. Les tensions sont permanentes. Il y a un rapport qui est controversé et tendu entre les autorités traditionnelles et les autorités administratives. Ces tensions-là sont tendues lorsque les chefs traditionnels sont des personnalités de poigne, des personnalités jouissant d'une certaine intégrité, d'une certaine indépendance idéologique, et c'est le cas du chef supérieur des Bamenju dans les hauts plateaux, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui ne prend pas de position partisane. Cela ne plaît pas évidemment aux tenants du pouvoir qui tentent de l'intimider et de le mettre dans les rangs. Le préfet des hauts plateaux l'a fait à travers cette correspondance qui a créé une polémique au sein de l'opinion en lui rappelant que c'est lui qui était le patron et que la réunion qu'il a tenue n'avait pas droit de citer. Ces relations sont plutôt très cordiales. Lesquelles sont cordiales? Les relations entre les chefs traditionnels et les autorités sont cordiales lorsque les chefs traditionnels sont des personnes soumises, lorsqu'ils sont ces chefs traditionnels militants du parti au pouvoir. Vous ne verrez jamais, ou en tout cas très rarement, un chef qui est sénateur. Ils sont nombreux qui sont devenus sénateurs lors des récentes élections. Certains sont députés. Vous ne verrez jamais un chef qui est militant du RDPC être inquiété, comme c'est le cas en ce moment avec Sa Majesté Sokoudjou Jean Ramon. Très bien. Pas Karine, Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment que peut-être le chef Sokoudjou a vu ceci comme un piège quand même, non? Vous arrivez dans une réunion organisée par le RDPC et on vous dira peut-être par la suite que il nous a même dit là-bas qu'il est désormais militant. Ça peut diluer justement son engagement. En plus d'être potentiellement un piège, moi je vois ça comme une sorte d'insubordination. Oui, un manque de respect. Oui. Imaginez, vous êtes le chef de votre famille, vous êtes chef dans votre maison. Et que ce soit Jean Kuete qui vient vous inviter. Et que ce soit le fils du voisin du village d'à côté qui vous demande de partir de chez vous, même simplement par rapport à l'âge. Je crois que le chef est un peu au-dessus. Effectivement, très au-dessus, largement au-dessus de Jean Kuete. Et même par respect, M. Kuete ne peut pas s'asseoir là où il est et déplacer le chef de cette façon. Donc même simplement par respect, il aurait dû, s'il voulait, parce que je veux savoir en qualité de quoi au Cameroun, je veux dire dans ce pays. Bien sûr. Sauf s'il a un poste que moi je ne connais pas. Qui ça? Monsieur Kuete. Il est le SG justement du RDPC. Du RDPC, juste ça. Oui. Rien dans le pays. C'est un parti en qualité de quoi donc monsieur le secrétaire du RDPC va venir convoquer un chef de village au Cameroun? C'est un parti État. Non, ça veut donc dire que même... le secrétaire national du Cameroun. Écoutez... Vous voulez... Oui, justement. Donc, et je veux savoir quel est le problème pour que M. Kuete intervienne. Si c'est le sous-préfet. Oui, le préfet. Voilà. Si le préfet, même par humilité, simplement parce qu'il est le fils du chef, doit pouvoir aller le rencontrer et lui demander pardon, même il peut le faire en catimini. Le faire comme ça, faire entrer par l'entremise de M. Kuete, c'est une sorte de bras de fer en disant, bon ok, il est de notre côté, on le protège, donc vous venez chez nous et basta, on ne gère pas. Lorsqu'on réagit comme ça à la gestion des problèmes, on se heurte tout bonnement à des murs. Je crois que si le préfet et la clique allaient rencontrer le chef humblement, il aurait pu faire table rase de ça, même s'il y a déjà eu les avocats qui se sont prononcés. Donc s'il ne baisse pas, il ne courbe pas un peu les chines, on va rester campé sur nos positions à Bamenju. Bon, Bengan, justement, vous appréciez cette situation comment? D'abord, quel est le problème qui se pose? Le problème qui se pose, c'est que l'autorité administrative veut marcher sur l'autorité traditionnelle. Et là, nous nous disons, entre celui qui vous dit « depuis que je suis né ici » et celui qui vous dit « depuis que je suis arrivé ici », qui est l'aîné? Donc, voilà, c'est le natif qui est l'aîné. L'autorité administrative vient d'arriver avec les Allemands, les Français et les Anglais. On n'a donc pas voulu qu'il y ait un consensus pour voir comment intégrer les royautés dans la République.
on est venu imposer la République. Quand on parlait de violence, de l'occidentalisation du système, voilà un exemple là. Donc, c'est sur ce point-là, voilà le premier. Deuxième problème, on a mis auxiliaire d'administration pour enlever la substance traditionnelle à la chefferie. Voilà le problème. Maintenant, la résolution de ce type de problème, puisque ça a engendré d'abord ce problème d'autorité, mais également, j'allais dire, des relents tribalistes. J'ai vu, y compris dans le Sera, les gens dire, est-ce que le préfet pouvait faire ça au roi sultan des Bamoun? Je suis convaincu qu'il n'aurait pas. Il n'aurait pas, ne se serait pas exprimé comme ça face au sultan des Bamoun. À ce moment-là, comment on résout ce problème? On le résout par 2 coups de fil. Le sultan, roi des Bamoun, appelle son homologue Fo Sokoujou en lui disant, non gars, mon frère, laissons-les, c'est mon enfant, mon fils, il a. Deuxième coup de fil, il appelle le préfet Yampen Ousmanou en lui disant, mon fils, c'est pas comme ça que ces choses se passent. Voilà. Le préfet allait donc se comporter de la manière suivante. Il vient même en jean, basket et casquette sur la tête. Il vient rendre visite de manière, j'allais dire, non officielle au chef. Il résolve le problème. Et le lendemain, vous allez voir des relations cordiales sans communiqué de presse, sans rien du tout. Voilà comment nous résolvons le problème. Merci. Voilà, mais ils n'ont pas ce type. Or, avec le sultan roi de Bamoun, on aurait fait d'une pierre 1000 coups. C'est lui qui est même le représentant régional du RDPC à l'ouest. Il est l'ami personnel du chef de l'État. Il est autorité traditionnelle. Donc, je ne comprends pas ce qui entre dans la tête des gars du gouvernement. Malheureusement, le sultan n'a pas les choses comme ça, bon Benga. Malheureusement. Mais si vous interpellez justement le sultan sur la question, c'est très important. Nous parlons de l'État. Le sultan est membre du bureau politique du RDPC, coordonnateur du RDPC dans tout dans toute la région de l'Ouest. C'est très important. Donc, ça aurait résolu 1000 problèmes. Il y a un sujet que Karine tient vraiment à nous restituer ce matin, Karine. On parle notamment de ce reportage réalisé par Patrick Fangio et David Salmon qui a été révélé à nouveau parce que c'est un ancien reportage réalisé par nos confrères de TF1. Ils sont allés à Nanga et Boko et les images de la route complètement délabrée conduisant à des terres, soit 10 000 hectares, environ 100 millions de mètres carrés offerts par l'État du Cameroun pour planter des céréales aux Chinois, des techniciens chinois en Afrique qui ciblent les meilleures terres agricoles pour l'agriculture, le calvaire des manœuvres. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, le travail sans contrat ni assurance santé, le travail instable, déjà 2 récoltes dont les stocks sont épuisés. Et vous nous faites savoir justement que ces images font le tour des réseaux sociaux depuis un petit moment. Comment expliquer que ce reportage aussi vieux de TF1 soit revenu sur la toile aujourd'hui? Voilà, on peut comprendre que ce reportage soit revenu sur la toile, notamment après tout ce dont ont été victimes les chefs traditionnels ces derniers temps. Si on commence par ce dont a été victime Sa Majesté Sokoudjou, encore on s'en va à Akak par exemple, vous allez comprendre pourquoi depuis hier soir, ce reportage notamment fait beaucoup parler de lui. Mais maintenant, il y a encore d'autres enjeux que ce reportage-là démontre parce qu'il y a un enjeu franco-camerounais et sino-camerounais depuis l'accentuation des relations sino-camerounaises depuis un certain temps. Vous voyez que même au niveau agricole, on peut comprendre aussi que la France commence à comprendre qu'elle n'avait pas assez travaillé ou encore elle n'avait pas assez profité du Cameroun. Elle a coupé des plantes, des arbres et a laissé les espaces vides. Et la Chine en occupe aujourd'hui. D'accord. Et on va vraiment rappeler que ce reportage réalisé par Patrice Fangio, notre confrère d'Hémisphère, qui est également produit pour TF1,
aujourd'hui et fait le tour de la toile. Les réseaux sociaux en parlent, montrent également la pénétration chinoise, l'emprise chinoise, la même mise chinoise sur l'agriculture au Cameroun, mais surtout la culture du riz. Quand on sait effectivement qu'aujourd'hui il y a un problème fondamental avec le riz d'Oka, dont on ne sait pas exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent, et les Camerounais continuent encore à revendiquer qu'on leur donne la vraie solution. Le problème d'autosuffisance alimentaire aussi. On en parle. Et puis dans ce reportage, effectivement, pour ceux qui l'ont regardé, des choses se disent. Les Chinois cultivent le riz au Cameroun, ne les consomment pas au Cameroun et les exportent simplement. Et les exportent justement du Cameroun. À côté de ceci, la production locale, en ce qui concerne le riz, puisque ce sont les terres camerounaises qui produisent ce riz, on ne consomme pas et ça ne change pas en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc ça c'est compliqué. Est-ce qu'on va justement dire que la Chine est un danger pour le Cameroun? La France est-elle un danger pour le Cameroun? Est-ce que, oui, les questions doivent être posées. Parce qu'on n'explique pas que la Chine, justement, vient au Cameroun, cultive le riz. Les terres, il y a des terres qui appartiennent aux Chinois, ici aux Chinois aujourd'hui. Mais là, c'est un leg. Quand vous allez en Bankomo, je vous rappelle, quand vous allez en Bankomo à Yaoundé, moi j'ai des amis dans le coin en Bankomo, et j'ai une amie qui me disait, regarde ce coin-là de l'autre côté là-bas. Est-ce que tu sais que toute cette zone appartient aux Chinois? Ils l'ont acheté sous l'ère Aïdio. Est-ce que vous le savez? Et oui, elle est en Bankomo, peut-être c'est une révélation qu'il faut jouer à la télévision. Tout dépend de ce qu'on met dans les relations internationales. Quand on vous dit justement que si la Chine est rentrée comme elle est rentrée aujourd'hui, on le rappelle encore qu'en 10 ans, la France a perdu 50% de ses avoirs sur le continent africain. Et c'est la Chine justement qui en profite aujourd'hui. Donc ça c'est compliqué quand même et c'est une réalité qui est perceptible au Cameroun. Qu'est-ce que la Chine nous apporte? Est-ce que nous profitons de la Chine exactement? La question bien sûr est posée certainement au gouvernement. Ah non, moi je ne pense pas. Qu'est-ce que la France nous a apporté de positif? Bonne question. Voilà, la France fait ses reportages pour amener l'opinion publique camerounaise à s'élever contre la Chine. Elle, je prends seulement une entreprise, la Société forestière et industrielle de la Doum et la SFID. Elle a décimé toutes les forêts là-bas et elle a laissé quoi? Même pas une usine de contreplaqué. Même pas une route bitumée. Et justement, la Chine, qui est avec la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a décidé de venir battre la France sur son propre terrain. Voilà l'enjeu qui est là. Donc, il nous appartient aujourd'hui. On veut nous amener de choisir entre la France. Non. Et aujourd'hui, la Chine, je pense voilà, que le problème, c'est de chasser les gens qui nous gouvernent. Très bien. De chasser les gens qui nous gouvernent et renégocier. Elle n'avait pas assez fait. Voilà. Par exemple, Donald, 30 secondes rapidement. Son avis, l'avis de Donald Biscayne en 30 secondes, s'il vous plaît. Non, c'est le bradage de nos terres. Il y a le bradage. N'est-ce pas? Le contrôle de...